Bâtissons un pays prospère que nous léguerons avec fierté aux générations à venir. Et comme on ne peut pas construire ce que l'on n'a pas conçu, Legacy Talk, un espace citoyen libre et intelligent pour dégager une vision partagée et des ambitions de taille. Gouvernance, leadership et innovation. Nous vous demandons de pouvoir nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et j'en passe. Plaisir immense de vous avoir, mesdames et messieurs, dans ce numéro de Legacy Talk. Nous sommes le 9 février 2024. À toutes et à tous, merci de nous suivre sur toutes nos plateformes digitales et sur notre chaîne YouTube. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous parlons d'une thématique assez particulière, nouvel engagement économique, la place des Congolais dans l'économie nationale. Qui des politiques, opérateurs économiques et consommateurs est réellement responsable du chaos? Donc nous sommes vraiment dans un chaos, on veut savoir qui est responsable de ce chaos que nous vivons aujourd'hui. Avec notre invité permanent, il n'est plus à présenter, je vais quand même le présenter, Monsieur Al Kitenge, coach stratège, et un autre invité permanent. Un plaisir immense de vous avoir une nouvelle fois sur ce plateau. Merci beaucoup Dan et bonne année à vous, bonne année à la chaîne. Vous venez d'un voyage, comment c'est passé? Je vous sens serein là. Oui, tout à fait serein. Je reviens de Madrid où je suis allé participer au Salon international des technologies de paiement. Mais j'en ai également profité parce que dans la même ville, à la même période, se passait un autre salon sur le tourisme pour y prendre part. Voilà, donc comme d'habitude, se ressourcer. Se ressourcer toujours, comme d'habitude. Première question, il est un fait indéniable que toute l'économie congolaise est entre les mains des étrangers. Des mines au petit commerce, en passant même par la vente des articles de première nécessité, ce sont les étrangers qui tiennent notre économie. Pour vous, est-ce que c'est dangereux? Vous le dites si bien, et les Congolais ont commencé à s'inquiéter. L'une des choses que les Congolais citent de manière assez constante, c'est le secteur financier. Toutes les banques sont à capitaux étrangers. Et tout le monde voit ce que cela représente comme opportunité, mais surtout ce que cela représente comme danger. Il n'est pas logique dans un pays que toutes les mines, et nous sommes un pays éminemment minier, toutes les mines qui marchent soient entre les mains des étrangers. Et toutes les mines qui sont congolaises, essentiellement celles qui appartiennent au gouvernement congolais, sont toutes en quasi-faillite. C'est totalement inacceptable. Et pourtant, on observe que de la même manière, le système de santé est en train de passer entre les mains des étrangers. Et tout le monde connaît la sensibilité des questions de santé. Il n'y a absolument pas de mal à ce que les étrangers aient une portion dans le secteur, mais qu'ils commencent à être le secteur dominant, ça va être un problème. Il n'est pas acceptable que les biens que nous produisons localement et que nous vendons continuent à être sur des chaînes de distribution complètement ridicules, ça veut dire vendus par terre et dans des marchés insalubres. Il n'est pas acceptable que les seuls supermarchés qui sont en train d'être déployés à vive allure et de manière intensive soient des supermarchés essentiellement contrôlés par les étrangers. Et ça, ce ne serait pas un problème si, en plus, ils vendent aujourd'hui plus de 99% des biens importés. Ça s'appelle du pillage en bonne et due forme. Et je crois simplement que toutes ces choses mises ensemble remontent de manière assez claire. Donc nous sommes pillés. Nous sommes sous un pillage organisé. Et donc, lorsque vous regardez tout ça mis ensemble, nous sommes dans un chaos organisé pour empêcher les gens de réfléchir et de voir ce qu'il en est et pour être en mesure de prendre des dispositions. Chaos organisé, oui, mais par qui? Et dans quel intérêt? Vous savez, j'aime bien répondre à cette question. On dit toujours quand il y a un crime, à qui profite le crime. Exactement. Et si vous savez à qui profite le crime, vous savez qui organise le désordre qu'il y a. Pourriez-vous m'expliquer simplement pourquoi nous avons un marché parallèle de devises? Qui achète les devises dans ce pays? Et c'est quand vous vous posez ce genre de questions que vous vous rendez bien compte que nous sommes dans un système de désorganisation permanente, organisée pour être en mesure de nous distraire et nous enlever l'attention sur les choses qui comptent. Vous parlez du système de santé. On remarque que le système de santé est en train de passer aussi progressivement entre les mains des étrangers. Faut-il en rire ou en pleurer, selon vous? Je pense qu'il faut en pleurer.
pour être franc avec vous, parce qu'il faut regarder l'histoire récente de notre système de santé. Notre système de santé était basé sur les hôpitaux généraux qui appartenaient à l'État. Ouais. Et à un moment donné, l'État a créé ce qu'on appelait les ayants droit. Ça veut dire qu'en plus des citoyens qui payaient, il y avait des citoyens qui étaient fonctionnaires de l'État, de la police, de l'armée et des services, qui avaient une carte d'ayants droit. Mais très malheureusement, l'histoire démontre de manière assez claire que la fraude identitaire et la fraude comptable ont noyauté le système et il est tombé. À côté de ça, a commencé à se développer alors ce qu'on a appelé les opérateurs économiques du secteur de la santé, ça veut dire les hôpitaux et les cliniques privées. Très malheureusement, lorsqu'on fait le tour de la ville, on s'aperçoit que la Croix-Rouge, qui avait le droit de déployer à l'époque les dispensaires, a vendu ses droits, et a entraîné que des individus, les uns bienséants, les autres malveillants, ont développé ce que moi j'appelle des ligablos de distribution de la mort. Vous avez des fois à la cité des endroits où c'est écrit maternité, chirurgie et tout le reste. Lorsque vous regardez rien que le bâtiment en question, vous regardez le degré d'insalubrité, vous vous posez la question de savoir si c'est vraiment sérieux pour un pays et pour une capitale comme la ville de Kinshasa d'avoir ce genre d'institution. Et là, la plus grosse faute que nous avons commise, c'est que les gens qui avaient un peu plus de moyens et les entreprises qui avaient un peu plus de moyens ont commencé à envoyer leurs malades à l'étranger pour se faire soigner. Les premiers qui nous ont accueillis, c'est les Européens. Après, on s'est rendu compte qu'ils coûtaient trop cher. L'Afrique du Sud a fait une émergence. Et les gens ont commencé à aller en Afrique du Sud. Après, les Africains du Sud commençaient à se rendre compte qu'en réalité, les Congolais amenaient beaucoup d'argent. Ils sont montés en prix et on a découvert l'Inde. Et maintenant, la Turquie. Mais quand on a découvert l'Inde, les Indiens sont plus intelligents que les autres. Ils se sont dit, vous êtes suffisamment bêtes, on va vous montrer comment on fait les choses. Ils ont décidé de venir à la source. Vous ne payez plus de billets d'avion, vous ne payez plus d'hôtel. Ils sont venus s'installer ici, à la source, pour capter cet argent. C'est très intelligent comme approche. Mais à un moment donné, ça devrait nous poser la question de savoir, quand tout ça se passait, où était notre cerveau? Et je crois qu'il est important qu'on s'aperçoive que nous sommes une opportunité toujours pour les autres. Et les gens se sont rendus compte que nous allions dans ces autres pays pour les plateaux de santé, les plateaux techniques. Ça veut dire le matériel qu'il faut pour être en mesure de poser le bon diagnostic. Oui. Et pour être en mesure de décider correctement du traitement qu'il faut donner aux gens. Oui. Et je crois qu'aujourd'hui, ils nous ont regardé en disant, on peut faire plus. Ils font venir des experts ici pour des expéditions médicales. À un moment donné, ça interroge toujours notre capacité d'intelligence collective. Tout ça que les gens voient comme opportunité, comment ça se fait que nous ne les voyons pas? Comment pouvons-nous être une équipe qui laisse autant de trous dans son système défensif pour que n'importe qui imagine qu'il peut venir faire du business ici, derrière et en face de nous? Et je crois que là-dessus, la question de la santé devrait nous réveiller. Et lorsque vous regardez la nouvelle approche, la nouvelle stratégie de la santé dans ce pays qui est basée sur la couverture santé universelle et sur d'autres éléments comme l'élimination des facteurs de mortalité, j'espère beaucoup qu'assez rapidement, grâce à la solidarité nationale, nous allons arriver à corriger cet état de choses. Prenons à présent les domaines de mines. Toutes les réserves sont à nous, mais les exploitants à succès sont étrangers. Y a-t-il des Congolais capables de développer les secteurs de mines à partir de zéro? Votre question est un véritable piège, mais je vais y répondre. Lorsque vous allez dans toutes ces sociétés minières, les ingénieurs sont congolais, les techniciens sont congolais, les ouvriers sont congolais. L'argent n'est pas congolais. Éventuellement, le commandement du projet n'est pas congolais. Il est soit sud-africain, soit canadien, soit suisse. Et de plus en plus, on retrouve des opérateurs qui nous viennent d'Australie. Mais la majorité est des chinoises. La majorité? La majorité de la métallurgie et de l'exploitation minière en RDC est chinoise. Et les Chinois ont ceci de particulier. Ils dominent l'industrie minière, mais ils dominent également l'artisanat minier. Et ça, c'est la réalité de votre pays. Et votre question est méchante. Vous demandez s'il y a un seul Congolais ou il y a quelques Congolais qui sont capables de développer une mine de zéro jusqu'à l'exploitation. La réponse aurait pu être oui, mais on doit constater que cela n'est pas la réalité. On n'a pas un seul exploitant minier qui part de zéro, qui arrive à la mine. Pas un seul dans toute l'histoire de la République démocratique du Congo. Et il faut en pleurer, parce que c'est un véritable drame. Je vous explique brièvement comment tout cela se passe.
Notre code minier consacre que nous sommes capables de donner des carrés miniers dont on ne sait absolument rien à n'importe qui le demande. Ça, c'est le gouvernement qui le fait. C'est la loi. C'est la loi. Et quand quelqu'un a le carré minier, il fait ce qu'on appelle des études géologiques et il identifie un certain nombre de réserves prouvées. Il revient et il dit « je voudrais exploiter », on lui donne le permis d'exploitation. Le premier était un permis de recherche. Et quand il reçoit le permis d'exploitation, avec les résultats de ces recherches géologiques, il va sur les places boursières en disant « j'ai ceci sous-sol et j'ai besoin d'argent ». Tout le monde se bat pour être en mesure de lui donner de l'argent. Vous savez pourquoi on lui donne de l'argent? Parce qu'il a des réserves prouvées. En fait, en réalité, notre loi consacre le fait que les réserves minières qui ont été documentées par un opérateur économique lui appartiennent, n'appartiennent plus à l'État. C'est ça la réalité. C'est ce qui fait que justement les opérateurs miniers décident de donner l'information qu'ils veulent donner à l'État congolais qui, en grande partie, est en totale asymétrie avec l'information qu'ils mettent sur la place boursière pour être en mesure de lever de l'argent. L'information réelle, prouvée, qu'ils donnent sur la place internationale pour lever de l'argent est généralement plus ambitieuse que celle qu'on déclare en République démocratique du Congo. Et on la déclare moindre pour une simple raison, on voudrait payer beaucoup moins. Je crois que c'est une faiblesse notoire. La République a le devoir de faire des études pour être en mesure de sortir une cartographie documentée et avoir une stratégie minière, y compris d'investissement, basée sur des réserves connues, évaluées par nous-mêmes. Et le drame est malheureux et qu'aujourd'hui, les entreprises minières ont plus de savoir sur ce qui est sous-sol chez nous que nous-mêmes et ils décident quand ils veulent nous révéler une information ou une autre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons une exploitation minière basée sur les concentrés. La plupart des gens exportent ce qu'on appelle les équivalents de cuivre, de cobalt et des autres métiers, et pas le métal. Et là, la faiblesse est simple, c'est que nous n'avons pas suffisamment d'énergie pour les pousser à pouvoir convertir, comme dit la loi, jusqu'au moins au niveau du métal. Le drame, c'est que le Congo est encore concentré sur ça, et notre plus grand joyau qui se trouve être à la Gécamine est en faillite organisée. Et c'est malheureux qu'avec des recettes qui dépassent le milliard de dollars, la Gécamine, année après année, reste toujours au sol et ne produit aucune tonne de cuivre par elle-même. Aucune tonne de cuivre par elle-même. Production de la Gécamine, donc très faible. Mais vous parlez tout à l'heure de la braise, que la braise était entre les mains des Chinois aujourd'hui. Est-ce vraiment une effectivité? Vous savez, vous parlez de la braise, et je vais en parler de deux manières. La première, c'est qu'au Nord Kivu, Goma particulièrement, le plus grand approvisionnement de braise vient des agents du FDLR qui coupent les arbres dans le parc de Virunga. C'est choquant comme information, mais c'est ça la réalité. Le jour où les gens de Goma vont arrêter d'acheter la braise, le FDLR va être économiquement asphyxié. Maintenant, en ce qui concerne l'Ouest, ça veut dire Kinshasa. C'est bien vrai ce que vous dites. Vous pouvez vérifier l'information. Maintenant, en ce qui concerne Kinshasa, lorsque vous regardez le Congo central et le Bandundu, le plus grand commerce, c'est la braise. Même pas les produits agricoles. OK? Et aujourd'hui, les Chinois s'en sont rendus compte. Et maintenant, ils s'investissent. Ils vont dans des villages entiers, ils achètent des espaces, ils font couper les arbres, on fait la braise et ils acheminent sur le marché. La braise communément appelée Makala. Bien sûr. Et donc, l'acteur de plus en plus dominant de l'exploitation de la braise, ça devient le chinois. Vous savez, je lisais un titre ce matin qui dit « Et si la ville détruisait la forêt ?» La réalité, c'est qu'en fait, la consommation de braise, elle ne se fait pas en milieu rural. La consommation de la braise se fait en milieu urbain. C'est nous, les gens de la ville, qui consommons la braise. C'est à cause de notre demande en énergie qu'on est en train de déforester les milieux ruraux. Et la question, c'est pourquoi les gens en milieu urbain consomment-ils autant de braise? Parce que la SNEL est défaillante. C'est ça la réalité. La SNEL n'est pas capable de donner de l'énergie propre en permanence aux Congolais, et donc la seule source d'énergie pour être en mesure de faire de la cuisson de la manière générale, de la manière la plus générale, ça reste la braise. Il y a là un piège qui demanderait que des gens fassent des études approfondies et une thèse peut être menée là-dessus. Le piège de l'économie congolaise, c'est la braise. Mais le drame, c'est que nous,
ont travaillé dans la production de la braise de manière tout à fait artisanale. Aujourd'hui, les Chinois disent, attendez, on va vous montrer. Ils font de la déforestation à grande vitesse et ils produisent de la braise qu'ils amènent sur le marché de Kinshasa et de plus en plus de certaines autres grandes villes. Les Congolais des milieux reculés voient de plus en plus bourgeonner des supermarchés dans leur coin. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette émergence de ces supermarchés? D'abord, beaucoup d'admiration, parce que, par exemple, il y en a un qui fait une communication superbe. Le supermarché au prix du marché. En fait, il vous amène l'ensemble des choses que vous achetiez dans la saleté, mais il vous amène la même marchandise dans un environnement plus humain. Et c'est dramatique que ça ne soit pas nous, le Congo, la République démocratique du Congo, les Congolais, qui l'aient fait. Et c'est dramatique que ce soit d'autres qui le font. Merde. La seule différence, c'est que 98,5% des marchandises vendues dans ces supermarchés, c'est des produits importés. Alors, je voudrais vous faire une définition de ce que c'est les produits importés. Ça veut dire que nous finançons le travail dans les pays d'origine de ces produits. Ça veut dire que nous finançons la taxe, l'impôt et le développement dans ces pays-là. Ça veut dire qu'en fait, nous volons le travail, les impôts et les taxes de la République démocratique du Congo. C'est ce que ça veut dire. Ces supermarchés sont une machine naturelle d'exportation légale de nos devises chèrement gagnées par le secteur minier. On importe de l'eau, on importe de détergents, on importe n'importe quoi, des choses qui n'ont aucune valeur réelle, mais on les importe légalement. On émet des licences d'importation, on sort nos devises chèrement gagnées, on fait venir ces biens, on fait travailler des gens dans ces pays-là, on paye des taxes et des impôts dans ces pays-là. On est en train de voler la République, c'est ce que ça veut dire. Mais aux yeux du petit acheteur, il ne se rend pas compte de la responsabilité qu'il a vis-à-vis de ça. Le plus grand responsable aurait pu être, de ce point de vue-là, l'État congolais, le stratège congolais, celui qui dit oui ou non, on avance dans une direction et pas dans une autre. En revenant de Madrid, je me suis arrêté à Bruxelles. Et là, je m'aperçois qu'il y a des sérieux problèmes de circulation à Bruxelles. Et je pose la question, on me dit non, ce sont les agriculteurs qui se battent contre l'État parce qu'ils subissent une concurrence énorme de la part des pays de l'Europe de l'Est. Et tous les pays européens appliquent une politique de protection de marché. Il n'est pas logique que nous gagnions des devises dans le secteur minier, qui est un secteur épuisable, mais que nous puissions être en mesure de les dépenser sur de la consommation et de la consommation des produits que nous sommes capables d'avoir chez nous. Il y a un sens élevé d'irresponsabilité sur la question. Il est important qu'on se réveille et qu'on se pose la question de savoir comment nous pouvons stopper ça le plus rapidement possible. Tous les pays sérieux sont très exigeants avec la dépense en devises étrangère. Parce que la devise étrangère vous rend esclave. Vous ne pouvez pas avoir comme stratégie de vie et de survie l'importation. Il y a quelque chose qui ne marche pas. J'aime bien le supermarché, j'y vais de temps en temps moi-même. Nous avons un supermarché qui s'appelle Mabelekop qui nous appartient et qui n'a pas la même ampleur que les supermarchés des autres qui détiennent l'argent propre et sale de la République, mais en fait, ça, c'est pas le problème. Mais, je dis encore une fois, il est important qu'on s'interroge sur notre capacité à convertir les produits qui sont dans ces supermarchés en production locale. Dans le monde entier, le plus grand employeur, c'est la distribution. Aux États-Unis, c'est Walmart. C'est les supermarchés qui sont les plus grands employeurs du monde entier. Mais les gens qui maîtrisent la distribution, maîtrisent la production, maîtrise l'exploitation. Et donc, il est important pour nous d'avoir une mainmise sur la distribution. On ne peut pas se permettre de laisser la distribution entre les mains des étrangers de manière totale. Pourquoi? Parce qu'on leur laisse la décision de décider qu'est-ce qu'ils mettent, la décision de dire qu'est-ce qu'ils mettent dans les supermarchés. Et pour l'instant, il faut constater que près de 99%, c'est des produits importés. Alors, comment expliquer que notre production sont vendues toujours dans des marchés insalubres et toujours de manière informelle? Parce que nous sommes un peuple distrait. C'est dur à dire, mais c'est ça la vérité. Nous sommes un peuple, j'ai envie de dire, un peu inconséquent, parce que les femmes qui circulent à travers la ville, qui font 30 km par jour pour vendre des biens qui ne touchent même pas 10 $, sont dans une souffrance que nous voyons, mais pour laquelle nous restons indifférents.
Nous ne sommes même pas organisés pour leur donner un cadre intelligent de vente. Laissez-moi vous dire une chose. La grande industrie de pain qu'il y a ici dans la ville n'a pas d'autre circuit de distribution que des dizaines de milliers de mamans qui vendent des bassines de pain. Dans la dureté la plus totale, dans la fatigue la plus totale, dans la pénibilité la plus totale. Mais ça se passe devant nous. Il y a des gens qui importent des tonnes et des tonnes de produits qui sont vendus dans nos rues par les jeunes gens qui circulent. Mais ça se passe devant nous. Ça sous-entend qu'en fait, nous alimentons de manière volontaire et inconséquente l'économie informelle en permanence et nous permettons aux gens de dévier la possibilité de payer les taxes et les impôts et de créer des vrais emplois. Il n'est pas logique que nous n'ayons pas réfléchi, et j'en appelle encore une fois aujourd'hui au gouvernement et à ceux qui peuvent en décider, de pouvoir réfléchir à comment nous partons de la fourche à la fourchette chez nous. De la fourche à la fourchette chez nous, c'est le fait du hasard. Tu produis du manioc, comment ce manioc va arriver sur la table? Personne ne se pose la question. On se débrouille. Rouler sur la route qui va vers le Congo central, ou rouler sur la route qui va vers le Bandundu, et regardez le spectacle qu'il y a. Et je crois qu'il est important que nous ayons une réflexion stratégique de la fourche à la fourchette, et que l'on professionnalise les différents métiers de la chaîne de valeur, et que l'on ait la capacité de capter les taxes et les impôts sur toute la chaîne de valeur. Celui qui contrôle sa nourriture est souverain, celui qui ne la contrôle pas est esclave. Mais dites-nous alors, pourquoi nos 120 000 boutiques ne progressent-elles pas? Nous avons près de 120 000 boutiques, mais j'ai un autre chiffre pour vous. Nous avons près de 80 000 bars et terrasses. Sur l'ensemble du pays? Non, sur la ville de Kinshasa. 80 000 seulement à Kinshasa? Seulement à Kinshasa, près de 120 000 et plus de boutiques de coin de rue. Alors, le drame, c'est qu'on grandit, on vieillit. Ces boutiques de coin de rue sont toujours dans le même état. Mais est-ce que vous savez qu'en termes de puissance de distribution, ils sont plus puissants que les supermarchés? Le drame, c'est que dans l'imaginaire des Congolais, ces gens devraient s'approvisionner à Rwakadingi ou au grand marché pour être en mesure de pouvoir distribuer dans ces supermarchés de manière complètement désordonnée. À un moment donné, il faudrait juste qu'on se rende compte que là, on a là une opportunité de pouvoir moderniser notre circuit de distribution et les saisir. Et à mon avis, le réseau de ces 120 000 boutiques de proximité est peut-être la seule chance pour être en mesure de redonner le pouvoir à la distribution congolaise et être en mesure de contrôler qu'est-ce qu'on met dans ce circuit de distribution, parce que il est même plus proche que les supermarchés par rapport aux gens. Il faut juste arriver à créer le rêve. Il faut juste arriver à créer le cadre, il faut juste être en mesure de créer le modèle économique et commercial. Et je crois simplement que c'est tout à fait possible. Parlant des supermarchés, je voudrais également, comme je disais tout à l'heure, parler des bars. Vous savez, nous avons comme plus grande industrie dans cette ville les deux brasseries. Elles n'ont rien de comparable. OK? Mais en parallèle, qu'est-ce qu'on a comme réseau de distribution? L'informel. Il s'agit quand même de beaucoup d'argent. C'est plus de 4 millions de dollars chaque jour que les Kinois dépensent dans ces séries de produits. Comment on fait pour laisser même tout ça incapable de produire et des emplois, et des taxes, et des impôts? Et je crois que la manière de distribuer tous les biens, qu'ils soient industriels ou qu'ils soient d'origine de la production artisanale, devrait nous interpeller. Nous devons être en mesure de donner du respect au travail des nôtres. Nous devons être à mesure de donner du travail. Du respect. Du respect du travail aux autres. Comment expliquez-vous la géométrie variable de prix de biens qui sont transformés sur l'ensemble de la ville de Kinshasa, en l'occurrence particulièrement dans notre capitale ici, Kinshasa? Oui, je vous disais tout à l'heure que le modèle économique était gauche. Il y a un certain nombre d'importateurs de biens, ok, et eux, quand ils importent, pour effacer les traces comptables, ils ne distribuent jamais dans un circuit de distribution organisé. Ils ont leurs frères qui sont sur Rwakadingi et les autres rues pour vendre en semi-gros. Et c'est toujours des Indiens ou des Libanais. La raison pour laquelle ils font ça, c'est pour effacer les statistiques, pour ne pas permettre à l'État de pouvoir retracer la marchandise. Alors, quand quelqu'un de Rond-Point Ngaba vient jusqu'ici pour acheter et quelqu'un qui vient de Victoire pour acheter, le coût d'approvisionnement est déjà très différent. Ça veut dire qu'en fait, on va se rendre compte que pour la même boîte de lait Nido,
Au centre-ville, elle a un prix qui est moins cher qu'à Matongé, qui est moins cher qu'à Lemba, qui est moins cher qu'à Ngaba. Plus on s'éloigne de la Gombe, plus ces biens sont plus chers. C'est la même chose avec les allumettes, c'est la même chose avec les aiguilles, c'est la même chose avec tout ce qui est importé. Pourquoi? Parce que le système d'approvisionnement n'a aucune intelligence économique, c'est le fait du hasard, et très malheureusement, c'est en fonction de qui veut. Mais je voudrais apporter cette asymétrie à un autre niveau. Vous savez, le produit pétrolier, le gouvernement les distribue de manière organisée plus ou moins à Kinshasa et au Katanga, et un tout petit peu à Goma, mais le reste du pays, c'est la loi de la jungle. Je vais vous donner un chiffre. Au Sankourou, le carburant est à 5 $ le litre. Pourquoi? Parce que c'est des braves messieurs qui se battent contre vents et marées pour faire arriver les produits là-bas. Il n'y a aucune offre organisée. Et donc, c'est eux qui décident à combien ils vendent le litre. Mais je vais vous donner un autre chiffre. À Chabunda, dans le sud Kivu, le sac de ciment est à 120 $, alors qu'il est à 10 $ ici. Nous sommes dans le même pays. Cette asymétrie géographique démontre de manière assez claire que cette géométrie ne peut pas nous permettre de pouvoir donner une équité des services publics, mais également des produits commerciaux de première et de deuxième nécessité. Et il est donc important qu'on se rende compte qu'en fait, nous sommes en train de reproduire le pillage que les Occidentaux ont fait sur le pays. Les gens des villes reproduisent exactement le même degré de pillage sur nos frères qui sont dans les milieux ruraux et que nous appelons de manière indécente les milieux reculés. Ils sont reculés par rapport à quoi? C'est eux la République, ils représentent 80% de notre population. Donc il est important pour nous de nous rendre compte qu'en fait, nous devons être en mesure de réfléchir, y compris dans notre narratif. Réfléchir dans notre narratif. Mais coach, nous avons 3 acteurs. L'État, les consommateurs congolais et l'entrepreneur qui font la domination économique. Maintenant, dites-nous comment répartissez-vous les responsabilités entre les 3 acteurs? J'aurais voulu répartir les responsabilités entre ces 3 acteurs, mais je voudrais commencer d'abord par analyser quelle est la réelle responsabilité de chacun d'eux. L'État congolais est censé être le stratège, celui qui fait ce qu'on appelle les politiques publiques, qui détermine de quelle manière la vie est censée s'organiser et comment les gens sont censés prospérer. Parce que c'est le travail d'un État de mettre en place tous les dispositifs légaux et réglementaires pour que les gens prospèrent. Ok? Et là-dessus, on s'aperçoit que pendant 64 ans, l'État a fait très peu pour que les choses s'organisent. C'est pour ça que plus de 80% des emplois en milieu urbain sont dans l'informel, et plus de 100%, de 90% des emplois dans les milieux ruraux sont dans le secteur informel. On est dans un désordre organisé. Et ceci dit, c'est la loi de la jungle, c'est le plus fort qui fait ce qu'il a envie de faire, et on s'aperçoit aujourd'hui que l'État n'est pas suffisamment fort. On dit que la première fonction de l'État, c'est un État régulateur. Même dans la fonction de régulateur, l'État ne régule absolument rien. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est que l'État a décidé que le petit commerce soit uniquement entre les mains des Congolais. Et on s'aperçoit que les Chinoises vendent des beignets et que les Libanais vendent au détail. Deuxième, c'est dans la loi congolaise que 10% de toutes les entreprises minières devraient revenir à des Congolais. Ça, c'est le code minier 2. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul Congolais qui a pu entrer de manière viable par cet instrument dans le code minier. Ça veut dire qu'en réalité, l'État dit des choses qu'il n'est pas capable d'appliquer et de mettre en application. Et ça montre clairement que l'État a un certain niveau de responsabilité au niveau de sa capacité à gouverner et à mettre ses propres lois en jeu. Après, il y a les opérateurs économiques. Lorsque vous regardez la FEC, à part les miniers, c'est tous des importateurs. Il n'y a pas d'exploitants agricoles, il n'y a pas d'industriels, il n'y a rien, il y a des commerçants. On ne peut pas avoir une fédération des entreprises congolaises où tous sont des commerçants et des importateurs. On devrait avoir des gens qui font de la production locale, il devrait avoir des gens qui transforment localement. Et lorsque vous regardez sous cet angle-là, on peut se permettre de dire qu'il y a une grosse responsabilité des opérateurs économiques locaux qui ne structurent pas l'offre locale. Et c'est peut-être pour ça que nous sommes dominés par des produits importés. Parce que si on les produisait localement, probablement qu'on ne les importerait pas. Même si, il faut quand même avouer, il y a beaucoup de mauvaise foi, on importe de l'eau dans ce pays. On importe de l'eau. Pourvu qu'on l'appelle Evian. Alors qu'on a bien pu produire Evian ici sans aucun problème. On produit bien Coca-Cola ici.
Vous comprenez ce que je veux dire? Et je voudrais insister sur le fait que les opérateurs économiques ont une responsabilité notoire, c'est de n'avoir pas été au rendez-vous. On peut les blâmer pour autant. Parce qu'en fait, en même temps, les opérateurs économiques ont tendance à dire à l'État, toi reste régulateur, laisse-nous le développement de l'économie, et vous ne développez pas l'économie, après vous voulez quoi? Aujourd'hui, nous avons toutes les banques entre les mains des capitaux étrangers. Ok? Le taux de pénétration bancaire est de 4 à 5%. Comment voulez-vous qu'en 20 ans, on ait atteint 4%? En combien d'années allons-nous bancariser complètement le pays? Et là, il faut qu'un acteur majeur se lève. Il s'appelle État, l'État entrepreneur. Il faudrait qu'il se lève et qu'il aille remplir le gap. Et c'est valable dans le secteur des télécommunications. Près de 60% de notre territoire ne sont pas couverts par le signal téléphonique, encore moins Internet. Si au bout de 20 ans, on ne l'a pas fait, il faudrait bien que quelqu'un se lève. Et pour ça, l'État a un fonds qu'on appelle le fonds de solidarité numérique qui est censé aller dans la digitalisation des milieux ruraux. Où va cet argent? Et donc, il y a une responsabilité de l'État, une responsabilité des opérateurs économiques. Mais je voudrais revenir également sur une autre responsabilité qui est celle des consommateurs. En définitive, il n'y a personne qui nous met la corde au cou pour nous dire acheter des produits importés. Mais est-ce que les gens sont conscients du fait que chaque fois que vous achetez un produit importé, vous vous enlevez le travail et que vous le donnez à quelqu'un à l'extérieur? Qui nous a dit à l'école ou dans le système d'information classique que ce qui est importé n'est pas nécessairement bon et ce qui est local n'est pas nécessairement mauvais? Et que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est notre responsabilité patriotique que de développer notre économie. Et la seule façon de développer notre économie, c'est de consommer ce que nous produisons. Si je consomme ce que mon frère, ma soeur produit, ça sous-entend qu'en fait, je soutiens l'économie locale, je soutiens un Congolais. Et si je mange et je consomme des produits qui nous viennent du Pakistan, de l'Inde, du Liban ou de n'importe quel autre pays, je soutiens des opérateurs économiques de ces pays-là. J'aimerais encore les soutenir sur des choses que nous ne sommes pas capables de produire. Mais pas pour des fruits. Pas pour des jus de fruits que nous importons des pays désertiques. Ça n'a aucun sens. Année après année, nous allons acheter du maïs en Zambie. La Zambie, sur le plan du territoire, est de loin plus petite que nous. Nous avons donc plus de terre que la Zambie. Nous sommes plus ou moins sur le même rayon et nous avons plus ou moins le même climat. Qu'est-ce qu'ils font que nous ne pouvons pas faire? Nous étions le pays le plus grand producteur de cacao. Aujourd'hui, nous ne faisons même pas partie de la liste des grands producteurs. Le caoutchouc a alimenté la Belgique lors de la colonisation. Nous sommes le pays du caoutchouc. Où est-ce que tout ça est passé? Il est donc important que les gens se rendent compte que nous ne pouvons pas, en tant qu'État, en tant qu'opérateur économique et en tant que consommateur, observer. Nous devons agir, nous devons être en mesure de réfléchir et être en mesure de nous doter d'une stratégie et d'une capacité opérationnelle qui nous permettent de changer les choses. Pleurer, nous plaindre, ça ne changera absolument rien. Il est important de prendre conscience de la gravité de la situation, surtout du caractère dangereux si nous continuons de la même manière. Celui qui contrôle ce que tu consommes te contrôle. Il est important que nous soyons en mesure de développer notre capacité d'indépendance alimentaire. On appelle ça la souveraineté alimentaire. Et quand on a fini avec la souveraineté alimentaire, nous devons aller dans la souveraineté technologique. Les techniques de base, nous devons être en mesure de les maîtriser et de les produire chez nous. Il est bête pour un peuple d'acheter des houes en Chine en plein 21e siècle. Et donc, à un moment donné, il va falloir que tous les instruments de l'État se mettent au service de l'indépendance réelle. Et elle passe par notre capacité à maîtriser de la fourche à la fourchette, en passant par les technologies de base, avant d'aller sur les technologies sophistiquées. Même si, dans certains coins, dans certains paliers, nous avons la capacité de faire ce qu'on appelle un quantum leap. Ça veut dire qu'on peut faire un saut de lion. Il n'y a absolument rien qui nous empêche aujourd'hui de monter des ordinateurs. Et ça, ce serait bien un saut que nous sommes capables de faire. Il y a plein de pays en Afrique qui montent des ordinateurs.
il n'y a absolument rien qui nous empêcherait d'être le numéro 1 des batteries pour les voitures électriques. Nous en avons les matières premières et la science est à portée de main. Des partenariats sont possibles pour être en mesure d'aller sur ce genre de choses. En même temps qu'on se bat pour maîtriser la base, l'alimentation, on doit se battre pour avoir la technologie de base et on ne doit pas s'empêcher en même temps de pouvoir jeter un coup d'œil et investir et pousser nos enfants dans la technologie de pointe et investir dans la recherche. Investir dans la recherche, le gouvernement et les politiques sont cités comme étant dans une incapacité notoire de protéger le marché des Congolais et même les opérateurs économiques. Est-ce une fatalité selon vous? C'est vrai que l'État congolais a été, j'ai envie de dire, laxiste pendant très longtemps. Et on s'est rendu compte qu'en fait, à un moment donné, certains opérateurs économiques devenaient même dangereusement puissants. Lorsque nous avons perdu un chef de l'État ici, on a cité des Libanais. On n'a jamais su quel était leur rôle. Mais vous vous rendez bien compte que même la fragilité d'un chef de l'État était liée à des individus qui étaient dans des opérations économiques d'un niveau que personne ne contrôle. Quand dans votre pays, la richesse est entre les mains des étrangers, ils contrôlent votre armée et ils contrôlent vos politiciens. Et c'est pour ça qu'ici, à un moment donné, chacun avait son général. Quand vous emmerdez un Libanais, quand vous embêtez un Indien, il appelle un certain général. Chacun avait son colonel. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que chacun a son politicien. Et je crois qu'il est important, en tant que peuple, de se libérer de ce genre de choses. Il est important de se rendre compte que autant on peut s'en servir, autant ils peuvent se servir de vous pour être en mesure de vous détruire. Il est important que nous créions ce qu'on appelle une économie patriotique. Il faudrait que nous ayons un patriotisme économique. La prospérité, c'est l'association de la prospérité individuelle. Et c'est ce qui donne la prospérité d'un État. La compétitivité d'un État dépend de la compétitivité de ses individus et de ses organisations. Et il est important qu'on se rende compte qu'à longue échéance, ceux qui vont rester ici, ce sont les Congolais. Les autres, à un moment donné ou à un autre, ils devront partir. C'est bien d'être une terre d'accueil. Autant que je souhaite que certains Congolais soient accueillis correctement ailleurs, autant nous devons être en mesure de dire que les choses doivent rester dans une certaine proportion pour que nous gardions l'équilibre. Aujourd'hui, on se plaint de la fragilité de notre pays. En réalité, elle est liée au simple fait que nous ne contrôlons pas notre économie. Et donc, de mon point de vue, l'État et des individus qui alimentent et coordonnent l'État sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Et je crois qu'il est important qu'on redresse la barre. Et c'est tout à fait faisable qu'on redresse la barre. Ce n'est pas fatal. Il faut juste que le conflit d'intérêts arrête d'être la règle et que la justice soit faite de sorte que chacun réponde de ses responsabilités. Et je reviens sur quelque chose ici. On a fait tellement de mal à ce pays pendant tellement longtemps qu'il est impossible de pouvoir tout corriger avec la chicotte. J'ai toujours dit qu'il est important à un moment donné de faire ce qu'on appelle une amnistie financière et fiscale. On oublie le passé, on met des dispositions correctives pour que les gens payent ce qu'ils doivent payer et on recommence une autre république. Une république d'équité, une république juste, une république où les gens sont responsables. Et je le dis en touchant mon cœur, et je le dis de manière répétée, c'est peut-être la seule opportunité que nous avons pour être en mesure de créer un pays qui marche pour tout le monde. Retour des commerçants étrangers dans nos villages, vendant au détail, et même les artisans dans l'artisanat minier. Comment ça peut s'expliquer? Vous mélangez les deux choses. La première, c'est vous allez à l'Équateur, dans les petits villages, ce sont les Indiens qui tiennent le petit commerce. Simplement parce que les Congolais sont dans le sens inverse, l'exode rural. Ils quittent ces milieux, ils viennent ici. Les Indiens voient l'opportunité, ils vont, ils s'installent. Et comme ils sont importateurs, ils doivent être en mesure d'acheminer leurs biens jusque chez le consommateur final. S'il n'y a pas de Congolais pour le faire, ils le font tout seuls. Et bientôt, on va commencer à avoir des petits métiers dans nos villages. Ça, c'est pas le problème. Mais je voudrais juste revenir sur autre chose. Vous avez parlé de l'artisanat minier. De par la loi, l'artisanat minier est réservé exclusivement aux Congolais. C'était un instrument que l'on avait mis en place en disant qu'il permettra de créer une classe moyenne. La première province qui a bénéficié de cette largesse, c'est le Kasaï oriental. Ça a créé plus d'illettrés, ça a dégradé le système de santé, ça a dégradé la personnalité même du Kassaïen,
mais on n'en a pas tiré de leçons. Lorsqu'on a fait le code minier 1, les Katangais se sont battus pour avoir ça dans le code minier parce qu'ils pensaient que ça pouvait créer de la prospérité. 20 ans plus tard, ça n'a créé aucune prospérité. Au Katanga, ça a créé des esclaves. Et aujourd'hui, quand on parle de notre cobalt, on a tendance à dire qu'il est un cobalt issu de ce qu'on appelle l'esclavage des temps modernes. Et notre cobalt, ce n'est que 15%, mais ça salit toute l'image générale. Parce que les gens travaillent dans des conditions extrêmement dangereuses. On trouve des enfants et des femmes dans certaines mines et on trouve des gens qui travaillent dans des conditions extrêmement pénibles. Ça, c'est une bombe à retardement. Bien sûr, quelques personnes trouvent de quoi manger au quotidien, mais parce que simplement nous n'avons pas d'alternative à leur donner. Mais regardez qui sont les rois du commerce des minerais artisanaux. Ce sont les Chinois. C'est eux qui déterminent quelle quantité ils achètent, quelle teneur vous avez et à quel prix. Nous sommes là dans une espèce de jungle où on pensait pouvoir créer la classe moyenne. Elle n'existe pas. Personne ne peut me montrer des gens qui sont issus de l'artisanat minier, à part quelques exceptions complètement irrégulières. Mais la réalité, c'est que ce sont les Chinois qui tiennent le commerce des produits miniers artisanaux, alors que la loi est claire là-dessus. Vous savez, il y a des solutions. Il y a moyen de faire les choses différemment et obtenir les résultats que l'on veut. Et encore une fois, si nous ne faisons pas, les autres viendront le faire. Ce que nous n'avons pas pu faire avec la distribution de biens de première nécessité, les Indiens le font. Ce que nous n'avons pas réussi à faire avec l'artisanat minier, les Chinois le font. Les Chinois le font. Mais restons sur ce domaine de l'artisanat minier. Quelles sont les défaillances de l'État? La première défaillance de l'État, c'est que lorsqu'on organise l'artisanat minier en République démocratique du Congo, les instruments juridiques qui devaient être mis en place consacrent le fait que l'exploitation minière est réservée aux Congolais et que les Congolais doivent absolument s'organiser en coopérative. Et aujourd'hui, au lieu d'avoir des coopératives qui sont des entités qui appartiennent aux membres, on a des gens qui viennent obtenir les papiers et qui régularisent le fait d'avoir une coopérative et qui vont recruter des gens. En fait, en réalité, on a des gens qui ont des esclaves. Et l'État n'a pas été en mesure de briser cette situation et la remettre en situation réelle. Et ça fait malheureusement que les individus sont fragilisés, ils sont maltraités par les gens qui ont les autorisations. Les autorisations devraient être données aux coopératives qui appartiennent effectivement à l'ensemble des membres qui sont des coopérateurs. Et cette défaillance de l'État aujourd'hui détermine la scabreuse situation dans laquelle nous sommes. Avons-nous à la FEC des opérateurs économiques capables d'arracher des pans entiers de l'économie nationale congolaise? La FEC doit se réinventer. Heureusement qu'il y a aujourd'hui un nouveau management et la FEC doit pouvoir se donner des ambitions. C'est pour ça que la FEC est un des partenaires de l'État congolais, aussi bien dans la stratégie que dans l'opérationnalisation des activités économiques. La réponse est malheureusement, dans l'état actuel des choses, non. Mais il est possible que dans les BTP, nous ayons des Congolais qui émergent, mais ça prend 10 ans. Il est important que l'État congolais et les opérateurs économiques déterminent la capacité de faire entrer des Congolais dans des entreprises qui travaillent, qui produisent, parce qu'on ne devient pas un grand opérateur en restant chez soi et en se déclarant. Il faut travailler dans le secteur pour être en mesure de bâtir les compétences. La même chose dans le secteur minier. Il est important que les Congolais qui ont travaillé dans les mines soient identifiés et qu'on leur donne une opportunité d'une mine vierge et qu'on leur donne les moyens de pouvoir la développer et démontrer qu'en achetant la même technologie, avec le même savoir-faire, on est capable de développer le secteur minier. On ne peut pas aller de l'or au diamant, à la cassitérite, au cuivre, au cobalt et ne pas avoir la capacité d'avoir une mine qui est développée par des Congolais. Il y a un problème. Alors que nous avons des universités, des universitaires et des Congolais qui ont travaillé dans toutes les mines du monde et qui ont donc un savoir-faire. Il n'est pas logique que notre agriculture soit dans un état précaire, au point que quand l'État congolais voudrait acheter de la farine de maïs, on achète de la farine de maïs qui vient du Brésil. Et quand on voudrait acheter des haricots pour notre armée, on achète des haricots qui viennent de Chine. Il y a un problème sérieux. Il est donc important que à la fois la FEC et l'État congolais se parlent pour être en mesure de mettre en place des dispositifs. En parallèle, on a par exemple le marché public.
Le marché public est un des instruments que l'État peut être en mesure d'utiliser pour se dire d'ici 2 ans, on voudrait arrêter d'importer A, B, C, D et ces produits doivent être faits ici. Si vous désirez que l'on achète, ça doit être des produits ici. Au Cameroun, le président a dit vous voulez acheter des meubles ou des biens avec l'argent de l'État, il n'y a pas de problème. Si vous voulez acheter avec votre argent, achetez ce que vous voulez, vous pouvez acheter des produits importés. Si vous désirez acheter des produits qui sont achetés avec l'argent de l'État, vous devez acheter des produits fabriqués localement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de pans de l'économie camerounaise qui ont commencé à se développer grâce au fait que les marchés publics privilégient la production locale. On a aujourd'hui une autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. On devrait avoir également l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur public pour s'assurer que les marchés sont donnés largement aux Congolais et aux entreprises contrôlées par les Congolais. Et lorsqu'on regarde les faiblesses structurelles et organisationnelles de la RSP, on se dit qu'il faut réfléchir 2 fois. On a un excellent outil qui peut nous permettre de pouvoir avancer et faire avancer des Congolais et générer des millionnaires comme le désire le chef de l'État, mais l'outil ne fonctionne pas, il ne produit pas des millionnaires, il produit des réclamations aujourd'hui et des grands scandales. On s'aperçoit que Biencore pose problème, on s'aperçoit que Kibaligod pose problème, on s'aperçoit que Sikomine pose problème, on s'aperçoit que Tenkefungurume pose problème. Et toutes ces entreprises, si on regarde très bien, ne font même pas 10% de ce qu'elles devaient faire en matière de sous-traitance donnée à des entreprises congolaises. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on doit se poser la question de savoir quelle est l'efficacité de l'État congolais à pouvoir faire respecter ces règles. Entre-temps, vous parliez des Congolais qui tiennent des boutiques et des bars. Pourquoi ne progressent-ils pas? Simplement parce qu'ils sont dans l'informel, et ils ne sont pas traçables, on ne peut pas leur prêter de l'argent, ils ne peuvent donc pas grandir. Mais également, il n'y a pas beaucoup de réglementation. Aujourd'hui, pour ouvrir un bar, il suffit d'aller voir le bourgmestre du coin, parce que c'est le seul qui peut venir vous déranger. Vous lui donnez un peu d'argent, vous ouvrez votre bar, il ne répond à aucune règle. Il n'y a pas de facture quand les gens achètent ce qu'ils achètent. Personne ne sait le chiffre d'affaires qu'il y a. Et c'est pour ça que par moment, je me pose la question de savoir, quand on dit PIB dans notre pays, ça représente quoi réellement? Et je crois simplement que nous devrons fournir un effort pour que, afin de répondre aux besoins de la couverture santé universelle, mais également de la gratuité de l'enseignement, tout le monde soit en mesure de mettre la main à la pâte, la main à la pâte pour être en mesure de pouvoir contribuer à la caisse commune, aussi bien pour la gratuité de l'enseignement que pour la couverture santé universelle. Et pour ça, le piège auquel il ne faut pas céder, c'est l'informel. Il faut, et c'est très important, que l'État soit rigoureux, qu'il soit strict pour que le travail dans notre pays représente le travail formel et pas l'inverse. Et pas l'inverse. Vous voulez dire que notre système d'enseignement et notre cadre politique n'a pas été en mesure de générer des hommes d'affaires capables de s'approprier notre économie et la sauver de l'extraversion criminelle? D'abord, l'extraversion criminelle. Vous savez, quand je vous disais tout à l'heure que les supermarchés sont remplis de produits à plus de 90% des produits importés, ça c'est un crime économique. Parce que les gens qui importent ces biens savent très bien qu'ils peuvent les produire ici, ils le savent. Les gens qui laissent faire et qui donnent des licences à ces gens pour importer de l'eau et des biens complètement inutiles, ils savent très bien que nous sommes en train de gaspiller les devises chèrement gagnées dans le secteur minier et que ce n'est pas responsable. On ne saura pas expliquer à nos enfants qu'ici il y avait des mines d'or, de cuivre, de cobalt et j'en passe, et que maintenant nous avons rempli les fosses sceptiques avec ça parce que nous avons acheté de la nourriture à l'étranger. On ne saura pas expliquer à nos enfants que nous avions à un moment donné été riches avec des minerais et nous n'avons pas pu faire la même chose que Dubaï qui a converti son pétrole en système financier, en système d'infrastructure, en un pays moderne qui attire le tourisme du monde entier. Qu'est-ce que nous, on expliquera à nos enfants? Le premier piège est à l'école. On apprend à nos enfants que quand vous avez de l'argent, vous avez un pouvoir d'achat. On nous apprend à acheter. On apprend à nos enfants que quand vous avez terminé, vous devez demander un emploi. On ne nous enseigne pas l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de cours d'éducation financière et responsable qui pousse à l'investissement dans notre système scolaire jusqu'à l'université. On a des universités qui n'ont pas de toilettes en état correct. On a des professeurs d'université qui se débrouillent pour aller se soulager et trouvent ça logique et ne se posent même pas la question de comment on fait pour être en mesure de donner des solutions. Nous avons un très sérieux problème de auto-questionnement. Et les gens ont pensé que nous devons enseigner à nos enfants des choses qui sont écrites par d'autres dans des livres, dans d'autres circonstances. Et ça, c'est malheureusement la plus grosse paresse. Et ça caractérise très malheureusement notre système d'enseignement. Mais également, nous n'avons pas eu pendant trop longtemps un pouvoir politique capable de questionner notre pauvreté chronique.
pourquoi et comment nous sommes toujours pauvres. Comment on fait pour que dans les milieux ruraux, les gens aient un habitat décent? Comment fait-on pour arrêter cette dictature du charbon? Comment faisons-nous pour que 80% de notre population ait accès à l'éducation, à la santé de qualité et qu'ils se mettent à contribution dans la production des richesses? Et tant qu'on ne se pose pas ces questions existentielles, ça va être très difficile et nous allons continuer à faire face à la guerre à l'Est, avec des 140 groupes armés qui sont tous adossés sur des réserves minières, avec des gens qui entendent parler de nos 80 millions d'hectares des terres arables et qui constatent malheureusement que nous ne produisons rien. Et le Kenya nous cible comme un pays dans lequel ils doivent venir déverser leur production. La même chose la Tanzanie, un jour à l'appui, et aujourd'hui la Zambie avec tout ce qui est maïs. Et donc à un moment donné, il faut juste qu'on se rende compte que notre respectabilité dépend de notre capacité à nous prendre en charge. Et ça, c'est une question de l'école, mais également une question de la politique. Est-il y a un risque dans nos milieux ruraux ou des zones vierges où nous pouvons conserver un avantage stratégique? Cela aurait été vrai si nous avions tous compris ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi nous dit. Le président dit, nous allons faire du développement à la base. Quand vous regardez l'ANAPI, vous regardez le guichet de création d'entreprise, vous regardez le FPI, vous regardez toutes les institutions de l'État, vous vous rendez bien compte qu'il n'y a personne qui s'est réinventé pour servir la nouvelle vision qui est celle des 145 territoires, qui est celle de développement à la base. Lorsque vous regardez les ministères, ils sont restés dans l'architecture ancienne où ils étaient en train d'agir pour les centres-villes, alors que le paradigme a totalement changé. Et je crois que le chef de l'État a orchestré un choc important qui se produit dans les 3 agences d'exécution, avec tous les ministères qui observent, qui ne se questionnent pas sur comment on fait pour être en mesure de se conformer à cette nouvelle vision. Vous savez, parmi les choses qui auraient bien pu se faire, c'est la capacité de décider de servir l'État et de servir le citoyen de la même manière où qu'il soit. La première des choses, lorsque le chef de l'État a balancé ce programme de 145 territoires, aurait été de réhabiliter la poste partout, afin de rendre le service public universel à tous les citoyens. La deuxième des choses aurait été de créer l'équivalent de CNN, mais pour la RDC, afin que les gens aient la même information partout, où qu'ils soient. La troisième des choses aurait été de, effectivement, s'assurer que nous avons la communication et l'Internet dans tous nos villages. Pourquoi je le dis? Parce que ça aurait pu être des éléments et des facteurs d'accélération de la connaissance. Parce que la connaissance permet de pouvoir engendrer des actions qui peuvent être transformatrices. Et je crois simplement que jusqu'à aujourd'hui, sans peur de me tromper, très peu de gens ont réellement compris ce que le chef de l'État a dit quand il a dit PDL 145. Il est donc important que les universités se ressaisissent, qu'elles étudient la question, que le gouvernement mette en place une task force stratégique pour décider de l'importance des changements structurels qu'il faut mettre en place pour rendre cette nouvelle vision d'un développement à la base inclusif, capable de faire participer les citoyens qui reçoivent des services publics à notre développement économique et social. Quel est le rôle des consommateurs dans cette guerre économique et commerciale? Que doivent-ils savoir dans ce qu'ils négligent? Je crois que le rôle des consommateurs, c'est de réaliser leur pouvoir. On dit qu'ils ont le pouvoir d'achat, mais ils ont également le pouvoir de déterminer ce qu'ils achètent. Je voudrais vous donner une illustration. C'est KFC, Kentucky Fried Chicken. C'est une chaîne américaine qui vend du poulet. Ils arrivent au Kenya et là, ils décident de vendre du KFC et ça se passe très bien. Et à un moment donné, les Kenyans vont leur dire « On vous a vu arriver, on constate que vous vendez bien les pommes de terre. Nous voudrons vous livrer les pommes de terre. » On leur dit « Non, 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 non. Vos pommes de terre ne répondent pas aux normes. » Ils disent « Quelles normes ?» Ils disent « Oui, oui, les normes du groupe, parce que chez nous, les frites doivent répondre aux normes. Pour l'instant, nous importons des frites d'Afrique du Sud où ça vient des États-Unis. » Les Kenyans disent « Ah, ok, d'accord, mais nous voulons que vous preniez nos chips. » Et les gens disent « Non, 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 la procédure pour être en mesure de pouvoir vous admettre sur la liste positive des producteurs et des fournisseurs de pommes de terre, ça prend 9 mois. » Et les Kenyans disent « Ok, dans ce cas, nous allons attendre 9 mois. Pour consommer vos chickens » et l'association des consommateurs appelle le consommateur à boycotter le KFC. 2 jours.
Pas plus, 2 jours. Non, 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 venez, nous allons acheter vos fruits. Et ça, c'est un peuple qui est conscient de son pouvoir d'achat et donc de son pouvoir tout court. Ça veut dire qu'en fait, le jour où on décide ici de ne pas acheter du poulet qui vient de Pologne, qui a été refusé en Allemagne parce qu'il est infecté et qui est acheminé ici, le jour où nous refusons d'acheter ce genre de choses, nous allons avoir la capacité de produire localement et de mettre en place un système qui réellement nous permet d'être sérieux, produire et consommer des produits locaux. Et je crois que ce que les gens ne savent pas, c'est que les consommateurs ne savent pas, c'est qu'ils ne sont pas obligés d'acheter ce qu'ils achètent. Aujourd'hui, ils sont victimes de ce qu'on leur montre à la télévision, ils sont victimes de ce qu'on leur montre dans les rayons, de la beauté que cela représente, mais ils ne se rendent pas compte, la première responsabilité qu'ils ont, c'est par rapport à leur santé et également par rapport à la survie de notre économie. Et quel est le rôle du citoyen qui ne sait même pas les avantages conçus par l'État en sa faveur? Difficile, et c'est pour ça qu'il y a des gens comme toi et moi, dont le rôle, c'est de parler aux nôtres. C'est pour ça que cette émission que toi et moi nous menons est une émission d'éveil citoyen. C'est pour ça que nous travaillons pour être en mesure de réveiller l'esprit patriotique dans ce qui est de l'existence commune, les valeurs, de l'intégrité et de notre capacité à développer une économie qui marche. Développer une économie qui marche, coach, vous insistez plus sur la nécessité d'aimer, consommer la production locale, les producteurs locaux. Pourquoi dites-vous que nous devions le faire le combat de la décennie, et particulièrement celui du mandat du président Félix Tshisekedi? Parce que le président lui-même le dit. Pendant toute sa campagne, il dit de manière assez claire, nous devons être en mesure de créer des millionnaires en République démocratique du Congo, il faudrait que les Congolais arrivent à consommer les produits congolais. Mais ça, c'est un message patriotique. Mais il faut le convertir de slogan en action, en programme. Il faudrait qu'on se dise, d'ici 5 ans, on ne va plus jamais importer des allumettes, on va les fabriquer ici. D'ici 5 ans, on va fabriquer des aiguilles ici. D'ici 5 ans, les tracteurs sont... Il faudrait qu'on se donne des milestones, il faudrait qu'on se donne des délais. La transformation est une question d'engagement et c'est surtout une question d'action. Et donc, personne ne pourra le faire pour nous. Nous devrons le faire nous-mêmes. C'est un combat, c'est une bataille de patriotisme. Et au-delà de la politique, c'est un engagement citoyen. Notre vie en dépend. Il est important que les gens se rendent compte que personne ne le fera pour nous. Nous devrons le faire nous-mêmes comme des adultes. Et il ne s'agit pas de le dire, il s'agit de le dire et de le faire. Un homme peut le dire, il peut nous inspirer. Il va falloir qu'à tous les niveaux de leadership, les gens se réveillent et disent « Qu'est-ce que moi, en tant que leader de tel niveau, je fais pour que ce qui a été édicté devienne une réalité ?» Et je crois là-dessus que nous avons l'opportunité d'écouter un président qui nous parle, mais surtout l'opportunité de lui rappeler que quand vous avez dit des choses, nous devons être en mesure de les convertir en réalité, nous devons être en mesure de les convertir en action. Est-ce que, coach, y a-t-il un espoir? Et comment fait-on pour relever tous ces défis? L'espoir, c'est ce changement de cap. Un mandat est terminé, un autre commence. Commençons par planifier chaque chose que nous voulons faire. Commençons par planifier ce pays dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et ayons le plan annuel qui sera suivi du plan quinquennal pour que nous sachions que nous commençons des choses que Félix ne terminera pas, qu'un autre président viendra faire. Ce qui compte le plus, c'est notre patrie. Et je crois que avec Internet aujourd'hui, les gens se rendent compte qu'il y a des pays qui progressent plus vite que nous. C'est à nous de prendre la décision de progresser plus vite et d'utiliser les leviers qu'il faut. On va donc terminer par là. L'économie congolaise est en chaos, complètement. Elle est inintelligible, non organisée. À qui la faute entre les 3 acteurs, à savoir le public, les opérateurs économiques congolais et les citoyens consommateurs? Je pense qu'il y a une responsabilité partagée. La plus grande est entre les mains des opérateurs économiques, suivis du gouvernement, et le consommateur complètement irresponsable, malheureusement. Et je pense que le travail doit être fait, et tout le monde le dit, par des opérateurs économiques d'un certain niveau, en ayant un débat avec les opérateurs publics pour que les outils leur soient donnés, mais en contrepartie, le devoir doit être fait pour que nous ayons une économie formelle. Merci beaucoup, coach, pour ce numéro de Legacy Talk. Presque 1 heure en train de parler de ce sujet que je ne vais pas répéter ici, peut-être pour des raisons de temps, mais les téléspectateurs qui nous suivent, qui sont friands de cette émission, veulent savoir à quand le prochain numéro. Je rappelle que nous sommes le 9 février et veulent savoir quand est-ce que nous serons à nouveau
devant eux pour leur présenter une autre matière? Nous allons essayer de tenter de garder une mensualité. J'espère que Gracia nous programmera la prochaine émission pour d'ici un mois. D'ici un mois, on aura un autre numéro. Merci beaucoup, coach, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Portez-vous bien. Au revoir. Bâtissons un pays prospère que nous léguerons avec fierté aux générations à venir. Et comme on ne peut pas construire ce que l'on n'a pas conçu, Legacy Talk, un espace citoyen libre et intelligent pour dégager une vision partagée et des ambitions de taille. Gouvernance, leadership et innovation. Nous vous demandons de pouvoir nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et j'en passe.